Bonjour, on attend dans quelques instants, et vous le savez aussi bien que nous, la feuille de route de notre première ministre Elisabeth Borne pour les 3 prochains mois. Ça s'annonce compliqué pour elle. Oui, on a bien besoin, Frédéric, d'un spécialiste en sociologie politique et en analyse des comportements électoraux. Première question, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est juste la CGT qui tape sur des casseroles, puis un premier mai syndical qui s'annonce massif, et après, terminé, ou pas? C'est la question qui se pose. Moi, je suis frappé de voir à quel point les Français n'ont pas tourné la page de la réforme des retraites. L'enquête IFOP-JDD, publiée il y a quelques jours, quand on a interrogé les Français sur leur mécontentement, leur raison du mécontentement à l'égard du président de la République, un seul sujet sortait. Même l'inflation, même le pouvoir d'achat a été mis à distance. C'était cette réforme des retraites qui a entraîné une sorte de personnalisation du regard des Français sur le président. C'est un peu lui contre nous. On le voit dans les enquêtes quantitatives où la part des mécontents, des très mécontents, c'est-à-dire le mécontent le plus intense, on va regarder dans le détail, 57%, et c'était jamais arrivé pour lui. Mais est-ce qu'il a déjà, Emmanuel Macron, on va voir la chute libre de sa popularité, est-ce qu'il a déjà été aussi impopulaire? Oui. Tout simplement, il l'a été au moment des Gilets jaunes. Il est descendu, je crois, à 22 ou 23%. 23, décembre 2018, on a eu 23%. François Hollande qui a eu 13% en 2014 et 3 fois 14% au moment de la loi. Ça, c'est la coupe des Gilets jaunes, voilà. Tout à fait. Donc, il a déjà été plus bas. Ce qui est différent, c'est que ça arrive au début de son mandat, de son second mandat. Mais les Français sont dans une logique d'un mandat de 10 ans. Ils n'ont pas vu de différence entre le premier et le second mandat. Et ce qui est différent également, je le disais, c'est l'intensité du mécontentement. C'est-à-dire le fait que les Français très mécontents sont maintenant majoritaires. Ça n'était jamais, enfin, sont quasiment majoritaires. On a 72% sont mécontents du chef de l'État. Et dans les très mécontents, on va voir ce camembert, 47%. Et on est sur plus 7 points en un mois. Vous avez déjà vu ça, vous? Pour Emmanuel Macron, ça n'était jamais arrivé. C'est arrivé à un moment pour Nicolas Sarkozy, parce que le baromètre IFOP-JDD, le plus ancien de la Ve République, on peut être sur une logique de comparaison par rapport au prédécesseur. Ce qui est très notable, c'est qu'il a déjà été plus impopulaire, mais jamais le mécontentement a été aussi intense. Ça peut paraître paradoxal, mais ça montre à quel point la relation est envenimée avec les Français. Ce qui ne veut pas dire que les Français approuvent les casserolades. Ça ne veut pas dire que les Français apprécient ce climat un peu de désordre et de churlis. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, alors que Emmanuel Macron, vous en parliez, avec les 100 jours, avec l'idée de redonner un cap à son mandat, cherche tout pour passer à autre chose, les Français ne sont pas passés à autre chose, et il y a un calendrier qui l'indique. Le 1er mai, une journée anti-retraite. Le 3 mai, l'examen du référendum de la proposition de la NUPES. Donc, les Français, pour l'instant, sont encore sur cette relation très crispée. C'est difficile, pour lui de renouer ce contact. On l'a vu avec les images de Paul, tournées hier à Vendôme. Même si les Français n'approuvent pas tous ces casserolades, comme on dit, ça l'empêche aussi d'aller au contact des gens quand ils se déplacent. Alors, je dirais qu'Emmanuel Macron va toujours au contact. Sa première prise de parole... Hier, non, mais il y va quand même très très souvent. Sa première prise de parole... La semaine dernière, à Célestat, il se faisait huer, il y allait. Il y allait à Pérolle. Souvenons-nous de sa première prise de parole officielle comme ministre. 2014. Il est à Europe 1, il parle des ouvrières de Gade en parlant de personnes qui n'ont pas le permis, et pour certaines, il est très, ça crée un véritable tollé. Il va sur le terrain le lendemain, il se fait chahuter, il y va. C'est quelques jours après qu'il dit à un leader de la CGT, va t'acheter un costard. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc c'est un président qui va au contact. Mais Frédéric David, hier, il a choisi de ne pas y aller, justement. Est-ce que ça commence à peser sur lui, tout ça? Vous lui poserez la question, mais en tout cas, il viendra sûrement. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que je dirais que le remède peut être pire que le mal. Il n'est pas dans une logique où il se claque-mur dans le palais de l'Élysée, l'intervention télévisée, les déplacements sur le terrain, l'interview face à 11 lecteurs du Parisien. Jacques Chirac, en 2006, avait fait 50 lecteurs. Après le moment très compliqué du CPE et de son problème de santé, c'était en 2006. Donc, il va au contact, mais c'est vrai que les Français, en le voyant beaucoup, il n'est pas sur une logique de parole rare, il n'est pas sur une logique de Jacques Pillan qui disait à François Mitterrand, à Jacques Chirac, l'important c'est de parler 2-3 fois par an, de créer du désir. Il ne crée pas de désir puisqu'il est beaucoup présent, il intervient tous azimuts, c'est lui qui annonce la mort de François Léotard, enfin, c'est très anecdotique, mais il est très présent. Mais le problème aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, il a 4 ans, il a la durée, il a un socle électoral, ces électeurs qui tiennent encore bon, mais le problème c'est que pour beaucoup de Français, le voir réactive ce mécontentement. Quand on interroge les Français sur la réforme des retraites, ça vous paraît extrêmement surprenant, ils ne citent plus la réforme en tant que telle.
Ils parlent très peu du passage de 62 à 64 ans. Ce qu'ils évoquent, c'est Emmanuel Macron. On va revenir à Emmanuel Macron, mais on sait qu'il a 4 ans, mais on ne sait pas combien de temps Elisabeth Borne. Et Julien a une question. Oui, parce qu'on a vu cette popularité dans votre enquête IFOP-JDD de ce week-end sur la popularité du chef de l'État, la popularité de la première ministre aussi, c'est important. On voit qu'elle est quasiment au même niveau qu'Emmanuel Macron, 27% de satisfaits, elle a perdu 2 points en un mois, si je ne m'abuse. Elle avait d'ailleurs commencé, vous l'aviez très bien expliqué, à baisser à partir du déclenchement des 49.3 pour Elisabeth Borne. 2 questions en une. Chez qui perd-elle le plus aujourd'hui, j'allais dire, dans les profils des sondés sociologiquement? Et puis, question plus politique, est-ce que cela, ça lui donne beaucoup moins, j'allais dire, d'espoir à rester longtemps la locataire de Matignon? Oui, c'est plutôt compliqué pour elle. Vous avez raison de rappeler que sa chute est antérieure à la réforme des retraites. C'est une dissonance entre une image personnelle qui plaisait beaucoup aux Français, une femme compétente, déjà une femme compétente, experte du dialogue, et passer tous ces 49.3 à l'automne dernier, ça avait déjà beaucoup abîmé son image, et elle n'est plus un fusible pour le président. Elle est quand même à des niveaux plus élevés dans des catégories essentielles pour la majorité, les personnes âgées, les cadres supérieurs, mais contrepoint, auprès de l'électorat d'Emmanuel Macron, il y a un tiers de mécontentement à son égard. Maintenant, d'un côté, il y a une logique de distinction, la colère, c'est contre Emmanuel Macron. On l'a vu lors des différentes manifestations, et c'est en ça qu'on est en rupture avec d'autres réformes des retraites. Elle n'en pâtit pas directement. Pas directement, c'est plutôt, ça découle du mécontentement général à l'égard d'Emmanuel Macron. En 95, c'était pas contre Chirac, c'était contre Alain Juppé. En 2010, c'était François Fillon, Éric Woerth, Nicolas Sarkozy avait eu l'intelligence de se mettre un petit peu à distance. Là, c'est vraiment Emmanuel Macron qui est le principal, si je puis dire, visé par le mécontentement des Français, et c'est compliqué pour une première ministre sous un président de la République à trouver des éléments de distinction et d'exister en dehors de ces 49.3. Il y a d'ailleurs peut-être un peu de friture sur la ligne entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, à en croire le canard enchaîné, cette petite phrase. On sait que la Première ministre a dit qu'elle n'utiliserait plus 49.3 sauf exception. Emmanuel Macron a dit, à en croire le canard enchaîné, c'est un peu comme si un criminel reconnaissait son crime. C'est une façon aussi, même si c'est dans le canard enchaîné, dans un cercle qu'on imagine privé, c'est aussi une façon de dire que c'est compliqué entre les deux. Sans doute, mais vous savez, l'opinion publique n'est pas obnubilée par les relations Premier ministre-président. Je me souviens, il y a quelques années, les rumeurs bruissaient sur la relation dégradée entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Dans nos enquêtes qualitatives, jamais on n'avait eu de propos sur « ça ne doit pas très bien aller entre eux ». On avait le sentiment d'un couple présidentiel-Premier ministre uni. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron a, avec la popularité, une histoire singulière. Il a connu 3 rebonds depuis qu'il est à l'Élysée. Personne n'avait connu ça. Et ces 2 premiers ministres qui ont quitté Matignon sont partis dans une logique d'état de grâce. Donc, tout est permis peut-être pour la première ministre. Je vais vous faire écouter 2 manifestants. J'aurais pu vous faire écouter 50, on n'en a pris que 2. Vous n'avez pas envie de l'écouter? Peut-être qu'il va dire quelque chose qui va vous plaire. Je ne peux pas l'écouter. Pourquoi? Mais les poils qui se hérissent, je ne supporte pas. Dès le premier regard, je me suis dit, cet homme est dangereux. Comment? Vous avez regardé hier l'allocution d'Emmanuel Macron? Non, je regarde pas, moi. C'est moi qui ai payé ma télé, je n'ai pas envie de la casser. Pourquoi il suscite un tel degré de haine, Emmanuel Macron? Alors, prudence quand même. On a connu des prédécesseurs qui avaient suscité un rejet. Vous parlez de François Hollande à 14% en 2016. Voilà, et même Nicolas Sarkozy. La différence, c'est que Nicolas Sarkozy, il avait des haters, je ne sais même pas parler anglais, mais il avait des fans. Il avait des fans absolus. Emmanuel Macron manque de soutien, si je puis dire, catégorique. Même si... Ah non, vous dites 75% de ses électeurs du premier tour sont encore contents. Tout à fait. Donc son socle électoral est encore là. Non, son socle électoral est là. Il s'est un petit peu érodé. Je suis quand même frappé de voir à quel point il y a une vraie personnalisation. On voit la différence par rapport à ses prédécesseurs un an après leur second mandat. On voit quand même une personnalisation si forte que pour l'instant, c'est vrai qu'il n'est pas audible. Le chemin pour renouer avec les Français, pour purger la séquence retraite est longue. D'un autre côté, il ne faut pas croire que les manifestants que l'on entend avec ce rejet très catégorique sont représentatifs de ce qu'attendent les Français d'un parti d'opposition. Ils n'attendent pas des casserolades, ils n'attendent pas des vociférations, ils attendent par exemple des projets alternatifs sur la question des retraites et pouvoir apparaître comme une alternative en 2027. Je parle des oppositions. C'est ce qui explique que quand on interroge les Français sur qui est le meilleur opposant, qui incarne le mieux l'avenir,
Marine Le Pen et le RN devancent très nettement la NUPES. Attention à l'effet de loupe médiatique sur ces quelques manifestants. D'ailleurs, on voit maintenant les ministres commencer à les cogner, entre guillemets. La ministre de la Culture à la cérémonie des Molières, Gabriel Attal hier sur le terrain. Il ne faut pas croire que les vociférations constituent l'attente majeure des Français à l'égard des oppositions, quand bien même le mécontentement est là. Et effectivement, en termes d'intensité, en termes de rejet, peut-être en termes de détestation, on n'est pas loin de records. Mais parallèlement, parce que les choses ne sont pas si simples que ça, on a dans nos enquêtes, pour la première fois, des propos du genre, le président tient le coup, le président ne doit pas céder face à la rue, la chanlie, le désordre, c'est un peu lui, mais c'est aussi les oppositions. Donc on est peut-être dans une sorte d'entre-deux. Pourquoi Emmanuel Macron dit « Je n'ai pas non plus le sentiment que des millions de nos compatriotes sont dans les rues aujourd'hui », le dit à la presse présidentielle hors caméra à Vendôme, dont Bastien Auger hier. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que ce sentiment est majoritaire dans la population ou pas du tout? Quantitativement, il a complètement raison. Il faut se parler franchement. Il y a eu certes une opposition très forte à la réforme des retraites, mais il y a eu moins de monde dans la rue pendant la séquence janvier-avril que par rapport à 2010. Mais en 2010, il y avait une petite majorité de Français qui également soutenaient la réforme Fillon en termes d'efforts raisonnables. Et là, cette phrase, il y a un message subliminal. Il dit que la France du travail n'est pas dans la rue. Et c'est clairement la France du travail, la France des classes la France des classes moyennes, très mécontent à son égard, qui est de plus en plus tentée par un vote Marine Le Pen, qu'il va falloir, pour la majorité, séduire, refaire venir dans son giron dans la perspective de 2027. On n'a jamais vu un candidat élu, une candidate, à une présidentielle sans avoir avec lui la France du travail, la France qui se lève tôt. Nicolas Sarkozy en 2007, Emmanuel Macron en 2017. En 2022, on était d'ailleurs dans nos enquêtes IFOP fiduciales pour TF1 LCI à touche-touche dans le salariat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils étaient à quasi-égalité au premier tour, voire au second tour. Mais Macron n'est pas candidat, vous le savez, en 2027. C'est là le principal point de faiblesse pour la majorité, c'est faire revenir cette France du travail, cette France qui est très sévère sur la question de l'assistanat, cette France qui veut que le travail paye, très en souffrance sur le pouvoir d'achat et sur l'inflation. Pour l'instant, elle est en mécontentement vis-à-vis du pouvoir. Claire. Regardez un peu, Frédéric Dabi, les choses qui marchent dans le pays. Il y a quand même un chômage qui est en baisse, une attractivité retrouvée, un modèle social quand même qui atténue les inégalités. Ça n'imprime pas du tout, mais même, j'ai envie de dire, avant cette séquence retraite, ça n'imprimait pas pour Emmanuel Macron. Tout à fait. Une des grandes tendances... Non, mais vous avez tout à fait raison. Une des grandes... en termes macroéconomiques, les choses vont plutôt bien. Il y a quand même la question de la dette. Mais sur la question du chômage, il se passe un phénomène que, personnellement, je n'avais jamais vu. En 2017, quand Emmanuel Macron est élu, quel est le premier sujet de préoccupation? Le premier déterminant du vote, c'est le chômage. Aujourd'hui, le chômage, enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio d'il y a quelques mois, est en 10e position dans les enjeux. Pourquoi? Il y a d'abord la musique des emplois non pourvus. En fait, il y a de l'emploi partout. La fameuse phrase d'Emmanuel Macron, sur laquelle il est revenu dans l'entretien du Parisien, sur ce jeune horticulteur, mais finalement, ça a plu aux Français, parce que pour beaucoup de Français, il y a, je dirais, l'idée que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voudraient, vraiment, et c'est majoritaire à gauche. À gauche, on est sur la ligne Roussel et pas du tout sur la ligne Rousseau. Et puis, maintenant, compte tenu de la pression, inflation, pouvoir d'achat, l'injustice suprême pour les Français, ce n'est plus être au chômage, c'est avoir un travail qui paye mal. Et là, on retrouve ce qui a mis les gilets jaunes dans la rue, on retrouve la question, à côté de la retraite, du travail qui n'est pas assez rétribué. Et c'est là aussi un des défis majeurs pour la majorité, pour le président et ses ministres, pour pouvoir faire revenir ces classes moyennes dans le giron de la majorité. La dernière question vous sera posée par Lydie. C'est une référence à votre livre La Fracture, qui est sorti en 2021, mais qui est encore d'actualité. On a vu dans ce mouvement de réforme des retraites les jeunes qui étaient très engagés, avec notamment les universités bloquées. On a l'impression d'une fracture, c'est donc le nom de votre livre en plus, que les jeunes vont de plus en plus vers les extrêmes. Pourquoi Emmanuel Macron n'arrive plus à les appréhender? Alors déjà, en termes de vote, j'ai envie de dire malheureusement, les jeunes vont vers l'abstention. À l'élection présidentielle, dans nos données TF1, LCI et fiduciales, on voyait qu'une majorité de primo-votants, ceux qui ont voté pour la première fois le 10 avril dernier, avaient choisi l'abstention, 37%, c'est-à-dire une part qui n'était jamais arrivée. Et c'est vrai qu'en dehors de ce choix d'abstentionnisme, les jeunes ont choisi un vote Mélenchon, ou un vote Marine Le Pen, plutôt les 18-24 chez Mélenchon, plutôt les 25-30, la génération de l'insertion qui peine à s'insérer pour un vote Marine Le Pen. Emmanuel Macron garde quand même un socle non négligeable chez les jeunes, mais d'ailleurs il y a une logique de radicalité dans la jeunesse, et les jeunes se sont mobilisés peut-être moins sur la retraite que sur la question du travail
du sens du travail, de la quête du travail et de la récompense du travail. Merci beaucoup Frédéric David d'être venu aujourd'hui. Merci à tous. Restez avec nous sur LCI parce que dans quelques instants, Elisabeth Borne va nous prendre la parole, présenter sa feuille de route. C'est elle qui va devoir porter